Bonjour à tous pour ce 15e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, l'émission qui aime faire rager les pauvres cinéphiles que nous sommes. Et oui, en ayant creusé, je me rends compte qu'il y a encore tellement de projets cinématographiques qui se sont viandés, même si ici j'ai un petit peu triché. En effet, outre les problèmes habituels de production et de budget, sur les 3 sujets du jour, il y en a 2 où les films ont été tournés mais qui ne seront visibles dans un avenir plus ou moins proche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Au programme dans cet épisode, une scène pseudo-conjugale dans un motel, l'Holocauste vu par un clown et une pub pour un alcool sans placement de produit de ma part. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, épisode 15. Numéro 1. Oil and Vinegar, réalisé par John Hughes. Tragiquement disparu en 2009, John Hughes aura marqué les années 80 et 90 par des films multigénérationnels qui, dans ses thèmes, parlent à tout le monde, en particulier les adolescents. À la création d'un genre à lui tout seul, le teen movie grâce à Une créature de rêve, La folle journée de Ferris Bueller et surtout The Breakfast Club, mais après avoir traité de la jeunesse, l'heure est venue pour le cinéaste de passer à l'étape supérieure, le passage à l'âge adulte et les tourments intérieurs qui en résultent. Après avoir écrit les scénarios de Mr. Mom et Bonjour les vacances, John Hughes se lance derrière la caméra en 1984 avec 16 bougies pour Sam. Suivant l'éprouvante journée de Samantha, le jour de son anniversaire, tout le monde l'oublie et elle va enchaîner diverses situations assez cocasses. Pour un budget de 6,5 millions de dollars, le film rapporte contre toute attente 23 millions au box-office. Joli succès, mais avant même sa sortie en salle, le cinéaste enchaîne avec un nouveau projet, The Breakfast Club. L'histoire narrant les interactions de 5 adolescents aux caractères bien différents envoyés un samedi matin en retenue. Au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître pour tisser des liens d'amitié. Une œuvre culte dont j'ai fait une vidéo à l'époque, je vous renvoie dessus si ce n'est pas encore fait. Et où le succès sera de nouveau au rendez-vous, rapportant 2 fois plus que son précédent film. Et on peut voir dans un filmographique qu'il réutilise souvent les mêmes acteurs venus de ce qu'on appelle le Brad Pack. Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Jude Nelson, Emilio Estevez, Robert Downey Jr., Matt Dillon ou encore Matthew Broderick. Pour ce dernier d'ailleurs, après le sympathique Une créature de rêve qui aura d'ailleurs droit à une série par la suite, John Hughes donne au comédien le rôle principal de La folle journée de Ferris Bueller. Racontant les mésaventures de Ferris Bueller, donc, qui, avec sa copine et son meilleur ami, décide de sécher les cours pour une virée dans la ville de Chicago. Un conte philosophique moderne et une hymne à la bonne humeur, amenant une réflexion pertinente sur l'adolescence, dénonçant les stéréotypes de ce type de comédie. Pleine d'énergie dans sa mise en scène, John Hughes confirme une fois de plus que non, les adolescents ne sont pas au cinéma des pseudo-débiles qui pensent qu'à baiser et faire la fête. Bien sûr, ces thèmes sont présents dans son cinéma, mais il approfondit beaucoup plus loin l'attention. Souvent copié, jamais égalé, John Hughes reste encore aujourd'hui une référence de la comédie teenager américaine dont on n'arrive toujours pas à faire aussi bien. Et j'insiste sur ce point-là. Et pourtant, malgré la consécration, la mise en chantier d'un projet plus personnel va être semée d'embûches. En effet, à sa sortie en 1986, La folle journée de Ferris Bueller n'est pas premier au box-office, battu par une autre comédie aussi très teenager dans l'esprit, À fond la fac, réalisé par Alan Meter. Mais plutôt que de partir en concurrence, John Hughes propose d'être son partenaire pour le film qu'il est en train d'écrire en mettant en avant 2 de ses vedettes, Matthew Broderick et Molly Ringwald. Oil and Vinegar. Dès le départ, Oil and Vinegar a des allures de The Breakfast Club à la manière d'un huis clos très intimiste. Matthew Broderick y incarnerait un futur marié contraint de traverser tout le pays pour retrouver sa femme, mais sur le chemin, il va embarquer avec lui une autostoppeuse interprétée par Molly Ringwald. Bloqués une nuit dans une chambre d'hôtel, ils vont passer la soirée à se parler des circonstances de leur vie. Cette femme, électron libre, doit-elle continuer à s'éparpiller ou enfin trouver sa voie? Et de l'autre côté, cet homme est-il sûr de prendre la bonne décision en se mariant aussi jeune? Une discussion forte où les deux se complètent dans leur questionnement existentiel. Malheureusement, cette amitié improbable ne verra pas le jour. Et oui, Alan Meter, ayant cartonné avec À fond la fac, son ego lui monte à la tête, se refusant à obéir aux directives de John Hughes, se retire du projet. Howard Deutch, qui avait bossé avec le cinéaste sur le scénario de Rose Bonbon, lui propose de le réaliser lui-même, mais John Hughes se refuse, se préservant derrière la caméra suite au refus de Alan Meter. Une situation qui amènera des tensions sur leur production commune, L'amour à l'envers,
Heureusement, au fil des années, ils vont se réconcilier. Finalement, John Hughes va se désolidariser du projet, prolongeant son poste de scénariste au succès certain. Maman, j'ai raté l'avion, Denis la Malice, Beethoven, Miracle sur la 34e rue, pour ne citer que, délaissant petit à petit la réalisation. Depuis son décès en 2009, le scénario de John Hughes traîne encore dans les tiroirs et on espère ou pas qu'un jour quelqu'un prenne la relève tout en gardant l'héritage d'un cinéaste qui pour moi a marqué grandement ma cinéphilie. Numéro 2, The Day the Clown Cried, réalisé par Jerry Lewis. Alors là, gros morceau. Quand on parle de film inachevé, il est très difficile de ne pas citer The Day the Clown Cried, tellement la controverse autour de ce projet est forte. Un film fantôme qui a été tourné mais qu'on ne peut voir, un sujet sensible, on parle de massacre d'enfants juifs dans les camps d'Auschwitz durant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'une production chaotique qui dégoûtera le cinéaste au point de délaisser le cinéma pendant presque 10 ans. Rien que ça. À l'origine du projet, Jerry Lewis est depuis des décennies un géant du cinéma comique hollywoodien. De ses débuts dans les années 40 en duo avec Dean Martin, se démarquant des comiques de l'époque par des sketchs inventifs sur les différents genres humoristiques, à sa consécration la décennie suivante dans le cinéma, tenant la tête d'affiche sur Le délinquant involontaire, Le clown et roi ou encore Le trouillard du Far West, avant également d'être derrière la caméra sur Le tombeau de ces dames, Le zinzin d'Hollywood, sans oublier le génial Dr. Jerry et Mr. Love. Malgré les succès, sa popularité commence petit à petit à décliner durant les années 60, notamment aux États-Unis, mais il conserve tout de même son aura à l'étranger, notamment en Europe. Cependant, les ennuis vont vraiment commencer en 1965, lorsqu'il fait une chute durant une cascade, lui fracturant 2 vertèbres. Pour contenir la douleur, il prend des antalgiques auxquels il devient accro, pensant même à un moment à se suicider. Niveau artistique, si ces films marchent toujours en salle, Jerry Lewis souhaite prendre un nouveau virage dans sa carrière à l'aube des années 70 avec des sujets plus sérieux. Ainsi sort en 1970 Yaya mon général. Narrant la mégalomanie d'un milliardaire réformé durant la Deuxième Guerre mondiale, voulant investir de sa propre fortune pour former son armée à combattre l'Allemagne. Incompris à sa sortie, Yaya mon général est un méga échec. Forcément, le mélange film de guerre comédie a du mal à passer, reçu très froidement par la critique et le public. Malgré tout, le comique n'en démord pas et s'embarque pour un projet hautement plus casse-gueule dont l'action se situe également à cette période troublée, The Day the Clown Cried. À la base un roman de Gene O'Brien, The Day the Clown Cried est pour Jerry Lewis l'occasion de se défaire de son image comique qui a fait sa renommée, même si au départ, quand le producteur Nathan Wasberger lui propose le projet, il hésite, surtout après avoir lu le script, et comment lui donner tort. Le film raconte l'histoire d'Helmut, un célèbre clown en déclin, envoyé dans un camp de concentration pour prisonniers politiques après s'être moqué du Führer. Par une barrière barbelée se trouvent des enfants juifs auxquels il est interdit de les approcher. Helmut y parvient pour les amuser. Du coup, il se voit chargé d'une mission avec la promesse d'une libération, offrir un dernier spectacle aux enfants tout en les accompagnant au camp d'Auschwitz jusqu'aux chambres à gaz. En 1972, le tournage débute, mais en réalité, ça va être l'enfer. Ça va être le début des galères pour Jerry Lewis. Perturbé par les choix de tournage et le retard du matériel, son producteur va lui mettre clairement à l'envers, si bien que Jerry Lewis est obligé de mettre de sa poche pour payer ses acteurs et ses techniciens. Joan O'Brien attend de son côté le paiement complet des droits d'adaptation qui n'arrivera jamais, ce qui fait que le film se tournant sans droit légal. Nathan Wasberger ne voulait plus produire le film dès le début du tournage, ne croyant clairement pas au projet. Ne voulant pas abandonner, Jerry Lewis avance lui-même les frais de production pour boucler le tournage, mais les différentes parties impliquées ne purent s'entendre par rapport aux droits. En gros, le film a été tourné, monté et finalisé, mais n'est pas sorti en salle. Encore aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Jerry Lewis affirma que Nathan Wasberger avait failli à ses obligations. Ce dernier le menaça d'intenter un procès pour rupture de contrat. Depuis, le studio garde la totalité du négatif alors que Jerry Lewis détient la seule copie du film sur cassette vidéo qu'il aurait projeté à des séances privées à Hollywood. Quelles vont être les conséquences? Jerry Lewis va très mal prendre l'annulation de la sortie, si bien qu'il faudra attendre presque 10 ans pour le revoir à l'écran avec Au boulot de Jerry, mais surtout sous la houlette de Martin Scorsese pour La valse des pantins. Plus tard, il était également question d'une nouvelle version dans les années 90 avec Robin Williams dans le rôle principal, mais ça n'aboutira pas non plus. Jerry Lewis continuera à croire que son film pourrait sortir un jour, continuant à prendre des photos pour éditer le montage. Il disait même dans son autobiographie « Un jour ou l'autre, je le finirai. Le film doit être vu, si ce n'est par personne d'autre, au moins par tous les enfants du monde qui ont entendu parler de cette chose qui est l'Holocauste. » Malheureusement, Jerry Lewis ne verra jamais ce rêve se réaliser. Il décédera en 2017 d'une maladie cardiovasculaire. Un film maudit auquel nous, cinéphiles, on rêve d'en voir ne serait-ce que quelques extraits.
mais les choses pourraient changer très rapidement. Et oui, retournement de situation en 2015, Jerry Lewis a admis avoir légué la copie de The Day the Clown Cried à la bibliothèque du Congrès à une condition, de ne pas le diffuser avant 10 ans. Vous vous en doutez, ça nous amène à 2025. Encore un an à attendre les gars. Un an. Numéro 3, 100 Years, réalisé par Robert Rodriguez. Alors celui-là, c'est un petit peu pour la blague, parce qu'il n'entre pas dans la catégorie de films maudits habituels, projets avortés ou inachevés, ou comme le sujet précédent qui a été réalisé mais interdit de sortie. 100 Years a été réalisé en 2015 et ne sera pas vu par nous, à moins d'être un vampire ou immortel, puisqu'il est question de le sortir, comme son nom l'indique, dans 100 ans, en novembre 2115 plus précisément. 100 Years, The Movie You Will Never See est le genre de film qui intrigue et fascine vu le secret qui tourne autour de ce projet, surtout qu'il sera découvert que dans une centaine d'années, ce qui est assez rageant pour nous. À la base, c'est la marque de cognac de luxe Louis XIII de la maison Rémy Martin, fondée en 1724 et basée dans la ville de Cognac, en Charente, qui est à l'origine de ce projet, le but étant de créer un long spot publicitaire pour la marque. En effet, l'histoire, il n'y en a pas vraiment, même si au vu des images, ça a l'air d'être un délire SF, vise à promouvoir le temps nécessaire pour concevoir et affiner chaque bouteille de cognac, car le cognac en question a une particularité spéciale. Il a une réputation d'être créé à partir d'un mélange de 1200 eaux de vie, et qui, pour en apprécier tous les arômes, doit être consommé seulement après 100 ans. À côté, le film est réalisé par Robert Rodriguez, un cinéaste que pour certains, vous le savez forcément, je n'apprécie pas spécialement. Après, je vais pas juger sur celui-là parce que je ne le verrai jamais. Au niveau du casting, nous retrouvons le Chilien Marco Zaror, à la base doubleur de Dwayne Johnson à ses débuts, puis par la suite coordinateur des combats pour des grosses productions telles que Alita Battle Angel, Machete Kills ou récemment John Wick 4. La chinoise Shuya Chang, connue pour des films d'action assez oubliables, Tigre et Dragon 2, Made in Chinatown, voire La Revanche des Dragons Verts. Enfin, on a quand même la grosse tête d'affiche, le grand, le seul John Malkovich qu'on ne présente plus. Pour le reste, le film a donc été tourné en 2015, puis la copie a été mise dans un coffre-fort sur mesure, faite de verre blindé et équipée d'une minuterie affichant le compte à rebours qui se terminera le 18 novembre 2115. D'ici là, pour fantasmer un petit peu, il existe 3 petits teasers disponibles sur YouTube. What are you guys doing here? À côté de ça, niveau musique, la chanson 100 Years a été composée en 2017 par Pharrell Williams et donc sortira en 2117. En soi, pas grand chose à dire de plus parce qu'on n'a pas plus d'infos sur la production de film et de quoi ça va parler. Et en plus, à sa sortie, tout le monde ne pourra pas forcément le voir parce que l'avant-première est ultra réservée. Seulement 1000 invitations en métal ont été distribuées pour assister à la séance. Après, d'ici là, si ça se trouve, personne ne le verra parce que dans 100 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Une troisième guerre mondiale, une invasion de zombies, un astéroïde qui détruit la planète, l'arrière-petit-fils d'Emmanuel Macron qui devient président. Plein de choses en fait. On sera peut-être plus là. Voilà, ce 15e épisode de ces films que vous ne verrez jamais est à présent terminé. On like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces 3 projets et n'hésitez pas à me dire lequel vous aurez le plus intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.